Kinshasa, une fin d'après-midi étouffante. Parmi la foule, un homme marche tête baissée, la chemise trempée de sueur. Il s'appelle Victor Mavungu, un homme noir de 35 ans, au teint marron foncé et au regard fatigué. Chaque soir, il rentre à pied du travail, parce que le bus coûte trop cher. Cela fait 5 ans qu'il travaille dans la même entreprise, au même poste d'assistant. 5 ans à faire le travail des autres, à sourire à des patrons arrogants, à féliciter ceux qui sont promus avant lui. Dans son cœur, une phrase tourne en boucle. Et moi, mon tour viendra quand? Chez lui, dans une petite maison du quartier de Bandalungwa, la lumière vacille. Sa femme, Martha, une femme noire de 32 ans au teint caramel, prépare le repas avec un calme admirable. Elle vend des légumes le matin au marché pour compléter les revenus du foyer. Le soir, même épuisée, elle trouve toujours un moyen de faire sourire leur fille. Sur une natte posée au sol, sa fille, la petite Lina, dessine des maisons et dit fièrement « Papa, quand je serai grande, je t'achèterai une voiture. » Victor sourit faiblement, mais au fond de lui, il est brisé. Son rêve n'est pas d'attendre que sa fille lui offre une voiture. Son rêve, c'est de la voir grandir sans manquer de rien. De lui offrir une chambre, des livres, une vie digne. Mais la réalité le rattrape. Le riz est rare, les factures s'accumulent et le loyer menace d'augmenter. Pendant que d'autres s'offrent des vacances à Dubaï, lui compte chaque franc congolais pour un sac de farine. Un soir, alors qu'ils mangent ensemble, Victor lâche dans un soupir. On prie, on travaille et rien ne change. Dieu a peut-être oublié notre maison. Martha relève la tête, essuie la sueur de son front et répond doucement. Dieu n'oublie jamais, Victor. Il agit à son heure. En attendant, on continue. Cette phrase touche Victor, mais ne l'apaise plus. Son regard se perd dans le vide. Il pense à tous ceux qui ont réussi autour de lui. Et au fond de son cœur, une graine d'amertume commence à germer. Cette nuit-là, pendant que Martha et Lina dorment paisiblement, Victor reste éveillé. Il observe le plafond fissuré, le ventilateur qui tourne lentement, le bruit des motos dehors. Et dans un murmure, il se promet « Je ne veux plus de cette vie. Je ferai tout pour changer le destin de ma famille. » Il ne sait pas encore que cette promesse va le conduire sur un chemin dont on ne revient pas. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que Victor Mavungu essayait d'oublier ses frustrations. Mais chaque jour, le bureau lui rappelait ce qu'il n'était pas encore devenu. Un homme important. Un matin, alors qu'il classe des dossiers, une secrétaire s'approche timidement. « Monsieur Kanza veut vous voir dans son bureau. Tout de suite. » Victor sursaute. Monsieur Kanza, le directeur général, ne convoquait jamais les petits employés. Il ajuste sa chemise, essuie la sueur sur son front et monte les escaliers, le cœur battant. En entrant dans le bureau, une vague de froid l'envahit. Le lieu est immense, décoré avec goût, bois précieux, parfum de cuir, vue panoramique sur la ville. Derrière un bureau massif, Kanza, un homme à la prestance impressionnante, le fixe calmement. Son regard est lourd, intense, presque hypnotique. « Assieds-toi, Victor !» La voix est grave, posée, autoritaire. Victor s'exécute lentement, ses mains tremblent un peu. Le directeur se penche en avant, un léger sourire aux lèvres. 5 ans de service, sans faute. 5 ans de loyauté. Et pourtant, tu es toujours au même poste. Victor baisse les yeux. Un silence gênant s'installe. Une boule se forme dans sa gorge. Moi, je travaille dur. J'espérais juste que les efforts parleraient d'eux-mêmes. Le directeur ricane légèrement. Les efforts ne suffisent pas, Victor. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui sont prêts à donner pour recevoir. Il se lève, marche lentement autour du bureau, les mains croisées dans le dos. Chaque pas résonne dans la pièce. Puis il ouvre un tiroir, sort une petite boîte noire et la pose sur la table entre eux. Un léger frisson parcourt l'air. Tu veux une promotion? Une vraie? Tu veux sortir ta femme du marché, offrir à ta fille une vie de rêve? Victor relève les yeux, confus. La boîte dégage une étrange énergie. Bien sûr, mais je ne comprends pas. Qu'y a-t-il dedans? Un sourire glacial se dessine sur le visage du directeur. Dedans se trouve ton avenir, mais chaque avenir a un prix. Il pousse la boîte vers Victor. Le cuir craque sous les doigts. Cette nuit, dépose-la dans le lit de ce que tu aimes le plus au monde. Et demain, ta vie changera. Le cœur de Victor s'arrête un instant. Ses mains deviennent moites. Il respire fort. Pardon? C'est une plaisanterie? Le directeur se penche. Son regard devient plus sombre, presque inhumain. Les pauvres appellent plaisanterie ce qu'ils ne comprennent pas. Il lui tapote l'épaule, lentement. Rentre chez toi, Victor, réfléchis, et surtout, n'en parle à personne. Victor se lève, hébété, serre la boîte contre lui et quitte le bureau. En descendant les escaliers, il entend encore la voix du directeur dans sa tête. Ceux qui agissent gagnent, ceux qui hésitent disparaissent. Cette nuit-là, la pluie tombe sur Kinshasa. Dans la petite maison, Martha dort, fatiguée. Lina aussi, paisible, serrant sa poupée contre elle.
Victor est assis seul dans le salon, la boîte posée sur la table. Il la fixe depuis des heures. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit la misère, les dettes, les humiliations. Et il entend encore la voix du directeur, grave, insistante. Une larme roule sur sa joue. Il se lève, marche lentement vers la chambre de sa fille. La lumière de la lampe vacille. En entrant, il voit Lina endormie. Son souffle est calme, innocent. Victor s'agenouille près du lit, la boîte dans la main tremblante. « Oh, mon ange, papa veut juste que tu ne manques plus jamais de rien. » Il ferme les yeux, respire profondément, puis glisse la boîte sous son oreiller. Au même instant, un vent glacial traverse la chambre. Les rideaux bougent, sans raison. La lampe s'éteint brutalement. Victor recule, le cœur battant, terrifié. Le silence devient lourd, très lourd. Et au fond de lui, il sait que quelque chose vient de commencer. Quelque chose qu'il ne pourra plus jamais arrêter. Le lendemain matin, tout semble normal. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et la ville s'éveille comme si de rien n'était. Mais dans la petite maison des Mavungu, quelque chose a changé. Lina, habituellement pleine d'énergie, ne se lève pas. Martha la trouve allongée, tremblante, la peau brûlante. Son souffle est rapide, ses yeux se retournent. « Victor, viens vite! Lina ne va pas bien !» Victor accourt, affolé, il pose la main sur le front de sa fille, une fièvre atroce. Il essaie de la réveiller, mais elle gémit, perdue dans un cauchemar. Son corps se tord, sa bouche murmure des mots incompréhensibles. « Papa, pourquoi tu m'as fait ça ?» Ces mots le frappent comme un couteau. Il recule, glacé, le visage pâle. Martha l'emmène d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ne trouvent rien. Ils parlent de virus, d'infections rares, sans certitude. 3 jours passent, et Lina s'éteint dans les bras de sa mère. La maison devient un tombeau. Martha hurle, pleure, prie. Victor reste debout, immobile, incapable de prononcer un mot. À l'intérieur, tout s'effondre. Il sait que ce qu'il a fait la nuit du pacte n'était pas sans conséquence. Le jour de l'enterrement, la pluie tombe encore. La petite tombe blanche est couverte de fleurs. Victor fixe la terre, les poings serrés, les yeux vides. Martha tombe à genoux, sanglote, pendant que lui reste debout, figé comme une statue. Un seul mot tourne en boucle dans sa tête. Pourquoi ? Quelques jours plus tard, rongé par la colère, Victor retourne au bureau. Il entre sans frapper dans le bureau du directeur, les yeux rouges, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous m'avez fait faire ? Vous ne m'aviez pas dit que ma fille allait mourir ?» Kanza lève la tête, calme, impassible, puis sourit. Il repose son stylo, s'appuie contre le dossier de son fauteuil. Sa voix est froide, méprisante. « Tu es bête, Victor. On te dit de déposer un objet dans le lit de ce que tu aimes le plus pour devenir riche, et tu crois que c'est un jeu ? » Il se lève lentement, s'approche de lui, le regarde droit dans les yeux. « Les sacrifices ne se font jamais sans perte. Tu voulais la richesse ? Voilà ton prix. » Victor reste sans voix, les larmes aux yeux. Il frappe la table du poing, hurle, puis quitte le bureau en claquant la porte. Kanza ne bouge pas. Il se contente de murmurer, un sourire glacial aux lèvres. Les faibles regrettent toujours après avoir obtenu ce qu'ils ont demandé. Le lendemain, Victor reçoit un appel. La voix du directeur résonne dans le téléphone, froide et directe. « Prépare-toi à diriger le département. Ta promotion est effective dès demain. » Le silence suit. Victor comprend. Le pacte a fonctionné. Il raccroche, fixe le vide. Autour de lui, la maison est silencieuse. Le lit de Lina est vide, la poupée abandonnée sur l'oreiller. Cette nuit-là, il entend des pas d'enfant dans le couloir. Une voix douce murmure dans l'ombre. « Papa !» Il se lève brusquement, ouvre la porte, mais il n'y a personne. Le pacte lui a donné la richesse, mais il lui a volé tout le reste. La maison de Victor devient grande, froide, luxueuse. Mais plus les murs s'embellissent, plus son âme s'assombrit. Sa richesse commence, mais sa paix meurt avec elle. 2 années se sont écoulées depuis la mort de Lina. 2 années pendant lesquelles le nom de Victor Mavungu est devenu synonyme de réussite. Désormais, il vit dans une villa moderne au cœur de Kinshasa, avec piscine à débordement, jardin entretenu par des employés, voitures de luxe garées devant le portail. Chaque matin, il quitte la maison dans une berline noire, conduit par un chauffeur, salué avec respect par les voisins. Les journaux parlent de lui, les hommes d'affaires le félicitent. Il est passé de simple assistant à directeur régional, l'un des plus jeunes de l'entreprise. Mais derrière chaque sourire, derrière chaque accolade, une voix murmure dans sa tête. « Ton trône repose sur le sang. » Cette phrase le hante. Chaque réussite est un rappel du prix qu'il a payé. Martha, sa femme, semble aller mieux. Avec le temps, elle a retrouvé un peu de paix. Elle s'est réfugiée dans la foi, dans la prière, dans l'espoir que Dieu a pardonné. Elle n'a jamais su ce que Victor avait fait sacrifier leur fille. Mais au fond d'elle, elle a toujours senti une ombre autour de leur foyer. Pourtant, à l'extérieur, tout semble parfait. Ils voyagent souvent. Dubaï, Paris, Londres, Zanzibar.
Dans les aéroports, on les voit sourire, main dans la main, vêtus de tenues élégantes. Ils voyagent en première classe, dorment dans des hôtels 5 étoiles, mangent dans les plus grands restaurants. Au Burj Khalifa, ils dînent au dernier étage, face à la vue illuminée de la ville. Les serveurs les appellent Monsieur et Madame Mavungu, leur servant du champagne et des plats au caviar. Martha rit, prend des photos, profite de la vie qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Mais Victor, lui, sourit sans y croire. Chaque rire de sa femme lui rappelle celui de Lina. Chaque regard sur une petite fille croisée à l'aéroport lui arrache une douleur muette. La nuit, pendant que Martha dort paisiblement, il se réveille en sursaut, transpirant, entendant encore cette voix d'enfant qui chuchote dans le noir. « Papa, pourquoi tu m'as fait ça ?» Il se lève, marche seul dans la villa silencieuse, contemple les tableaux accrochés au mur, le marbre brillant, la piscine éclairée. Tout ce luxe l'étouffe. Plus il devient riche, plus il se sent pauvre à l'intérieur. Un soir, un grand dîner est organisé dans un restaurant de prestige de Kinshasa. Victor arrive dans une voiture de luxe, accompagné de Martha, vêtue d'une robe dorée. Le lieu respire la richesse, lustres en cristal, couverts en argent, musiciens jouant du jazz. Des hommes en costume trinquent à son succès. Les rires sont forts, les verres s'entrechoquent. Au bout de la table, Kanza, toujours élégant, l'observe en silence. Quand la musique s'arrête, il se lève, sourire aux lèvres. Victor Mavungu, l'homme qui a su grimper plus haut que tous les autres. Tout le monde applaudit. Victor lève timidement son verre, un sourire forcé sur le visage. Mais dans son regard, il n'y a plus de lumière. Après le dîner, Kanza l'invite à le rejoindre sur la terrasse. L'air est chaud, la vue magnifique. Kanza allume un cigare, croise les bras et dit calmement « Tu as bien travaillé, très bien même. » Il tire une bouffée de fumée et ajoute « Bientôt, je te recommanderai pour le siège régional. Mais avant ça, il faut renouveler ta loyauté. » Victor se fige. Il n'a pas besoin de poser de questions. Il comprend immédiatement. Son souffle se coupe. Kanza le regarde droit dans les yeux, un sourire froid aux lèvres. Cette fois, le sacrifice doit venir de ta femme. Le monde s'arrête. Le bruit de la ville disparaît. Le cœur de Victor bat si fort qu'il croit entendre ses propres pulsations. Martha, à l'intérieur, rit avec les autres convives, insouciante, rayonnante. Victor la regarde à travers la vitre, la gorge serrée. Il a tout obtenu, l'argent, le respect, la puissance. Mais il sait maintenant que pour garder tout cela, il devra plonger encore plus loin dans l'ombre. Et cette fois, il n'est plus sûr d'en sortir vivant. La nuit tombe sur Kinshasa. Dans la grande villa des Mavungu, tout semble calme. Martha s'endort paisiblement dans la chambre principale, bercée par le bruit léger de la pluie. Mais dans une autre pièce, Victor tourne en rond, nerveux, le visage pâle, les mains moites. Sur la table, une bougie noire brûle doucement à côté de la boîte du pacte, désormais fissurée. À l'intérieur, un médaillon doré brille d'une lumière inquiétante. Victor le fixe longuement. Il sait ce qu'il s'apprête à faire. Mais cette fois, la peur dépasse tout. Juste une dernière fois. Après ça, je serai libre, murmure-t-il à lui-même. Il ferme les rideaux, souffle la lumière et ne laisse qu'une lueur rouge provenant de la bougie. L'air devient lourd. Son cœur bat si fort qu'il croit qu'il va exploser. Dans le silence, il marche vers la chambre de Martha. Elle dort profondément, le visage apaisé. Victor s'agenouille lentement à côté du lit, le médaillon serré dans la main. Ses lèvres tremblent. « Pardonne-moi, je n'ai plus le choix. » Il glisse discrètement le médaillon sous l'oreiller. Mais à peine le fait-il que la flamme de la bougie s'éteint brutalement. Un vent glacial envahit la pièce. Les rideaux se lèvent comme poussés par une tempête invisible. Victor se fige. Un bourdonnement étrange emplit la chambre. Le miroir du mur se couvre de brume, puis une silhouette apparaît lentement à l'intérieur. C'est une femme âgée, vêtue de blanc, le regard sévère et lumineux. Victor recule, horrifié. Non, non, ce n'est pas possible. La voix de la femme résonne, claire, puissante, presque divine. Cette lignée ne peut être offerte. Elle porte le sceau des ancêtres. Les murs vibrent. Le sol tremble. Les bougies tombent au sol. Une lumière dorée jaillit du miroir et entoure Martha endormie comme un bouclier. Victor, pris de panique, essaie d'enlever le médaillon, mais il brûle sa main. La douleur est insupportable. Une odeur de chair se dégage. Il hurle, tombe à genoux. « Pitié, arrêtez, je voulais juste garder ce que j'ai. » La voix répond, plus grave encore. « Tu as déjà pris une vie innocente. Le ciel ne permettra pas que tu en prennes une autre. » Un éclair frappe soudain le toit. Toute la maison tremble. La bougie s'allume d'elle-même, mais la flamme est noire. Victor pousse un cri avant de s'effondrer sur le sol. Tout devient flou, les sons disparaissent, et le silence engloutit la pièce. Lorsqu'il se réveille, il est allongé dans le salon, seul. La bougie est éteinte, le médaillon a disparu. Mais sur sa peau, des marques sombres se dessinent lentement. Des brûlures noires,
comme si quelque chose le dévorait de l'intérieur. Son souffle devient court. Ses yeux se lèvent vers le plafond et dans un murmure, il dit « J'ai voulu acheter le bonheur, mais c'est lui qui m'a acheté. » Les jours suivants, tout s'effondre. Ce qui semblait solide disparaît comme un château de sable sous la pluie. Les comptes bancaires de Victor sont gelés sans explication. Les investisseurs rompent leur contrat du jour au lendemain. Son téléphone ne sonne plus. Ceux qui, hier encore, l'appelaient ami, frère ou partenaire, ne répondent plus à ses messages. Un matin, il apprend que sa société a été retirée d'un gros projet. Le même jour, sa voiture de luxe s'écrase contre un poteau. Il sort indemne, mais en voyant la carcasse fumante, il comprend. Ce n'est pas un accident, c'est un avertissement. Depuis cette nuit maudite, sa santé se dégrade. Les brûlures noires sur sa peau s'étendent comme une malédiction vivante. Il ne mange presque plus, il ne dort pas. Chaque nuit, la même voix douce et triste résonne dans sa tête. « Papa, pourquoi ?» Ces mots le brisent à chaque fois. Il pleure seul dans le salon, assis au milieu de ses trophées et de ses photos de voyage. Il regarde son reflet dans les vitres de sa maison vide. Ce qu'il voit n'est plus un homme, mais un fantôme enfermé dans sa propre richesse. Martha, elle, n'a jamais compris tout ce qui s'était passé. Mais elle sent la présence du mal autour de lui. Malgré la peur, elle reste. Elle ne le reconnaît plus, mais elle croit encore qu'il peut être sauvé. Un matin, elle pose la main sur son épaule et dit doucement « Viens avec moi, Victor. Ce combat, seul, tu ne le gagneras pas. » Elle l'emmène à l'église, un dimanche pluvieux. Victor, affaibli, marche lentement entre les bancs. Les fidèles prient, chantent, les yeux fermés. L'air est lourd de foi, de pardon et d'espérance. Le pasteur s'approche, pose sa main sur son front, ferme les yeux et murmure « Le diable prend tout, mais Dieu rend la paix à ceux qui se repentent. » Victor tombe à genoux, éclate en sanglots. C'est la première fois depuis des années qu'il pleure devant Dieu. Dans ses larmes, il libère enfin tout ce qu'il portait. La honte, la peur, la culpabilité. Autour de lui, les fidèles chantent plus fort. L'atmosphère change. Un calme étrange envahit la pièce. Et pour la première fois depuis la mort de Lina, Victor ressent une paix, fragile, timide, mais réelle. Il n'est pas encore sauvé. Mais pour la première fois, il n'est plus seul face à son fardeau. Une semaine s'est écoulée depuis la prière du pasteur. Victor n'a presque pas dormi. Chaque nuit, il repense à tout. La boîte noire, le pacte, la mort de Lina, la voix du démon, les flammes dans la maison. Et plus les souvenirs reviennent, plus le poids devient insupportable. Ce matin-là, à l'aube, il s'assoit au bord du lit, les yeux gonflés de fatigue. Martha dort encore, paisible. Le soleil se lève lentement et la lumière traverse les rideaux comme une bénédiction. Les larmes montent sans qu'il ne puisse les retenir. Il murmure « Je ne peux plus vivre comme ça !» Il secoue doucement Martha. Sa voix tremble, mais cette fois, elle est vraie, sans masque, sans orgueil. « Martha, il faut que je te dise la vérité. » Elle se redresse, confuse, inquiète. Il prend une longue inspiration, puis laisse tout sortir. Il lui raconte tout. Le jour où Kanza lui a proposé le pacte. La boîte qu'il a glissée sous l'oreiller de Lina. La nuit où tout a basculé. Chaque détail, chaque peur, chaque mensonge. Martha écoute, le visage figé. Puis, lentement, elle éclate en sanglots. Ses jambes se dérobent. Elle tombe à genoux, secouée par la douleur. Victor se précipite pour la rattraper, mais elle recule. Il baisse la tête, honteux, incapable de parler. Un long silence s'installe. Seuls les pleurs de Martha brisent l'air. Puis, contre toute attente, elle s'approche de lui, pose une main tremblante sur son épaule. « Je te pardonne, Victor, mais maintenant, il faut que tu te pardonnes à toi-même. » Ces mots traversent son cœur comme une lumière après la tempête. Il pleure à genoux, prend sa main et murmure « Merci, je veux redevenir un homme, pas un monstre. » Quelques jours plus tard, ils retournent ensemble à l'église. Victor avance lentement jusqu'à l'autel, devant toute l'assemblée. Sa voix est faible, mais ferme. « J'ai pactisé avec le diable pour avoir le monde, et j'ai perdu tout ce qui comptait. Je demande pardon à Dieu, à ma femme et à l'âme de ma fille. » L'église est silencieuse. Le pasteur s'approche, pose la main sur son épaule, ferme les yeux et dit « L'homme qui vend son âme peut encore la racheter, s'il choisit la lumière. » Les fidèles se lèvent, prient ensemble. Victor ferme les yeux, sent une chaleur douce l'envahir, comme si le poids quittait enfin son cœur. Ce jour-là, il renonce à tout. Les voitures, les comptes, la villa, il quitte tout pour recommencer ailleurs. Pauvre, mais libre. Main dans la main, Victor et Martha sortent de l'église. Le soleil brille fort. Une colombe blanche passe au-dessus d'eux, portée par le vent. Victor lève les yeux, un léger sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis des années, il respire. La rédemption a vaincu le pacte. Les années ont passé. Victor Mavungu n'est plus l'homme qu'il était. Il n'est plus ce directeur arrogant, ni ce père dévoré par la culpabilité.
Aujourd'hui, il marche tête haute, mais avec humilité. Après avoir tout quitté, il a recommencé à zéro. D'abord, il a travaillé dans un petit atelier de menuiserie pour survivre. Puis, petit à petit, il a commencé à aider d'autres hommes perdus comme lui, des hommes sans repères, des jeunes tentés par la facilité. Avec Martha à ses côtés, il a fondé une petite entreprise locale. Lumière du Renouveau, une société d'artisanat et de commerce équitable. Les débuts ont été difficiles, mais cette fois, tout ce qu'il gagnait venait d'un travail honnête, d'une bénédiction pure, et surtout, sans ombre, sans secret. 10 ans plus tard, l'entreprise est devenue l'une des plus respectées du pays. Victor emploie des dizaines de jeunes, leur offrant ce qu'il n'a jamais eu, une chance. Des journaux racontent son parcours incroyable, le qualifiant de miraculé du destin, mais lui répond toujours avec un sourire paisible. Ce n'est pas le destin, c'est la grâce. Martha est fière de lui. Elle le regarde souvent en silence, les yeux brillants. Ils ont 2 nouveaux enfants, un garçon et une fille, pleins de vie et de rire. Leur maison, bien que luxueuse, est simple dans l'esprit. Aucun signe d'orgueil, juste des symboles de foi, d'amour et de famille. Le soir, Victor aime s'asseoir sur la terrasse, les bras autour de Martha, regardant le coucher du soleil. Il pense à Lina, à sa première fille, à ce qu'il a perdu et à ce qu'il a appris. Ses yeux se mouillent, mais cette fois, ce sont des larmes de paix. Un jour, lors d'un discours à l'église, il partage son témoignage devant toute la communauté. Sa voix tremble, mais son regard est fort. « J'ai cherché la richesse dans les ténèbres, et j'y ai perdu mon âme. Mais quand j'ai tendu la main vers la lumière, Dieu m'a relevé. Je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Un silence empli d'émotion suit ces mots. Puis, doucement, il ouvre sa Bible et lit à haute voix. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Matthieu 6, 33. Les fidèles se lèvent, applaudissent, certains pleurent. Victor baisse la tête, les mains jointes, reconnaissant. Aujourd'hui, il est riche à nouveau, mais d'une autre richesse. Pas celle qu'on garde dans les banques, mais celle qu'on garde dans le cœur. Sa femme, ses enfants, sa foi, voilà son trésor. Et chaque matin, quand il regarde le ciel, il murmure « Seigneur, merci d'avoir détruit ce que je croyais être ma vie, pour me donner enfin la vraie. » La lumière du jour éclaire son visage. Martha sourit, les enfants rient. Et dans ce rire, il entend la voix de Lina, douce, lointaine, paisible. « Papa, maintenant, tu es enfin libre. » Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi, like la vidéo et partage-la car ça aide la chaîne à évoluer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oublie pas de nous laisser un commentaire. Même un emoji, ça fera plaisir. Merci d'avance.